Lorsqu'un vestige archéologique refait surface, deux récits captivants s'entrelacent. Celui de l'objet ou du lieu exhumé et celui de la procédure singulière par laquelle cette découverte a été effectuée. En conjuguant ces deux éléments, il émerge des narrations extraordinaires telles que celles que nous vous présentons dans cette vidéo. Les clepsydres persanes anciennes, fascinants instruments de mesure du temps, utilisaient le flux régulé de l'eau pour parvenir à leur fin. Remontant à l'année 500 avant Jésus-Christ, ces artefacts ont été utilisés de manière extensive à travers toute la Perse pendant plus d'un millénaire. Une clepsydre typique se composait d'une coupe submergée dans un récipient d'eau. À mesure que la coupe se remplissait, elle s'enfonçait, signalant ainsi l'écoulement du temps. Un gardien du temps désigné réinitialisait l'horloge en vidant la coupe et en la replaçant à la surface de l'eau. Les archives suggèrent que la charge de gardien du temps était prestigieuse et que celui qui en était investi jouissait d'un statut social élevé. Cette technologie rudimentaire servait également dans les systèmes d'irrigation, assurant une répartition équitable de l'eau dans des régions arides comme la Perse et la Chine. Une autre forme de clepsydre, utilisée dans la Rome antique, comportait un cylindre gradué avec un orifice qui mesurait le temps en suivant le niveau de l'eau. Les clepsydres ont continué à évoluer, incorporant des engrenages et des roues, jusqu'à être finalement supplantés par les horloges à pendule au XVIIe siècle. Néanmoins, ces anciens horloges d'eau persanes demeurent des artefacts remarquables, attestant de l'ingéniosité humaine dans la mesure du temps via le flux régulé de l'eau. Le théocalli de la guerre sacrée, également connu sous le nom d'El Théocalli de la guerre sacrée, est une sculpture précolombienne exceptionnelle, évoquant un temple aztèque en miniature. Découverte dans les fondations du Palais national du Mexique, en 1831, elle n'a été extraite que dans les années 1920. Elle est actuellement conservée au Musée national d'anthropologie à Mexico. L'œuvre incorpore plusieurs éléments iconiques de la cosmologie et de la mythologie aztèque, notamment un temple à toit plat et une pyramide tronquée avec des marches à l'avant. La face avant de la sculpture arbore un disque solaire entouré par les figures de Huitzilopochtli et Tepeyolotl, ainsi que la divinité terrestre Tlalteuctli et des artefacts militaires symbolisant la guerre. Les côtés de la sculpture présentent des figures représentant Tlaloc, Tlahuizcalpantecurtli, Xochipilli et Xiuhtecurtli, tandis que la face postérieure expose un aigle perché sur un cactus épineux symbolisant Huitzilopochtli et la guerre. La plateforme du théocalli présente un monstre zoomorphique terrestre. On pense que la sculpture est liée au dirigeant Moctezuma II car elle contient des glyphes représentant son nom. Les interprétations concernant le symbolisme de l'œuvre sont variées, certaines mettant l'accent sur son lien avec le sacrifice humain et la guerre, tandis que d'autres la voient comme une représentation de cosmogramme et de la sacralité du peuple mexicain. Le musée Auguste Kestner à Hanovre en Allemagne abrite parmi ses antiquités éminentes un sarcophage minoen remarquable, également connu sous le nom de larnax. Daté du XIVe siècle avant Jésus-Christ, il est supposé que ce larnax provienne de l'île de Crète. Les larnax étaient des cercueils en céramique modélisés d'après les cercueils en bois et fréquemment utilisés dans les rites funéraires minoens tardifs. Bien qu'insuffisamment grands pour accueillir des dépouilles complètes, ils servaient de réceptacle pour les cendres incinérées. Le larnax de Hanovre demeure largement intact avec certaines parties reconstituées, tandis que le couvercle arbore deux bandes ondulées et une structure similaire à un toit aplati qui s'emboîte solidement dans le sarcophage. Ce dernier lui-même présente une nuance brun rougeâtre unifiée sur ses quatre faces, une caractéristique typique. La composition est complexe, mais la technique de peinture semble rudimentaire en comparaison avec les fresques palatiales minoennes plus anciennes. Le panneau principal dépeint un arbre central avec des chiens pourchassant des chèvres au-dessus transpercés et transfixés. L'une des faces plus petites exhibe deux boucs sauvages en combat, tandis que l'autre face moins grande et le panneau arrière montre des motifs floraux. L'intérieur du sarcophage est moins méticuleusement ouvragé que l'extérieur, mais sert parfaitement de récipient. La stèle d'Akhénaton et de sa famille est un artefact égyptien ancien exceptionnel qui offre des perspectives uniques sur le règne du pharaon Akhénaton et ses réformes religieuses révolutionnaires conçues pendant la période d'Amarna aux alentours de 1350 avant Jésus-Christ. Ce monolithe calcaire représente Akhénaton, son épouse Néfertiti et leurs trois filles dans un style artistique distinctif.
La stèle mesure approximativement 1,83 m de hauteur et présente la famille royale dans des poses intimes et affectueuses reflétant l'orientation d'Akhenaton vers l'amour familial et le culte du disque solaire. L'œuvre artistique dévoile également les caractéristiques physiques du pharaon, marquées par des traits du visage allongé, un corps gracile et des lèvres exagérées. L'inscription accompagnant la scène glorifie le pharaon et souligne son rôle d'intermédiaire entre le divin Aton et le peuple d'Égypte. La stèle agit comme un document historique pertinent, éclairant la révolution religieuse d'Akhenaton, la prééminence de sa famille et le style artistique de la période d'Amarna, ce qui en fait un artefact crucial pour la compréhension de la culture égyptienne ancienne et du règne d'un de ses pharaons les plus importants bien que mystérieux. Les chevaux ailés de Tarquinia constituent un éblouissant tour de force artistique émanant des anciennes civilisations étrusques. Ces équidés célestes raffinés, également connus sous le nom de Pégase, ornent les parois de sépultures à Tarquinia, cité localisée dans l'Italie actuelle. Les Étrusques, une population sophistiquée et énigmatique qui a prospéré dans cette région du 9e au 1er siècle avant notre ère, vouaient une profonde vénération à ces créatures mythologiques. Les chevaux ailés y sont représentés avec des corps élégants, des crinières fluides et des ailes majestueuses envoûtant l'imaginaire tout en symbolisant puissance, beauté et communion divine. Ces fresques éblouissantes attestent de la virtuosité artistique et de la maîtrise des Étrusques qui excellaient dans diverses formes d'art. La signification de ces chevaux ailés de Tarquinia demeure sujet de conjecture avec des théories allant de leur symbolisme pour l'au-delà à leur lien avec le domaine divin. Aujourd'hui, ces œuvres d'art antique nous offrent des aperçus inestimables sur la riche mythologie et les croyances de la civilisation étrusque, nous laissant émerveiller face à leur héritage artistique et leur représentation fantastique de ces créatures ailées mythiques. Peut-être parviendrons-nous à mieux saisir leur signification si un jour nous réussissons à déchiffrer intégralement leur langue écrite. L'image que vous vous apprêtez à contempler provient d'une carte postale d'époque et met en scène une paire de gantelets ou de protège-bras dorés exceptionnels issus de la culture Chimu, une civilisation précolombienne au Pérou. Confectionnés en or, ces artefacts cérémoniels témoignent de l'habileté artisanale inégalée du peuple Chimu. Le verso de la carte postale dévoile des détails fascinants concernant une exposition au musée d'art de San Diego qui s'est tenue du 25 août au 30 novembre 1980, durant laquelle divers artefacts Chimu analogues à ceux-ci furent présentés au public. Le travail du métal exposé illustre des guerriers parés de coiffes à plumes, de cuirasses et de jupes courtes, incarnant la riche patrimoine culturel de la civilisation Chimu située sur la côte nord du Pérou. Les Chimu furent finalement assujettis par l'Empire Inca quelques décennies avant l'arrivée des conquistadors espagnols. Cette esquisse réduite de la culture Chimu nous offre une perspective sur la maestria artistique et la pertinence historique des civilisations précolombiennes au Pérou. Malheureusement, une grande partie de l'histoire et du savoir culturel de ces personnes remarquables a été perdue lorsque les envahisseurs espagnols ont dévasté leur territoire. La coupe d'Eden Hall est un calice en verre émaillé somptueusement orné que l'on pense avoir été façonné en Syrie ou en Égypte aux alentours du XIVe siècle. Agrémenté de motifs arabesques délicats en émail bleu, vert, rouge et blanc rehaussés de dorure, il est actuellement conservé au musée Victoria et Albert à Londres en Angleterre. Le calice mesure approximativement 1,5 décimètre de hauteur et 11 cm de diamètre au buvant. Il a acquis une notoriété au XVe siècle lorsqu'il fut enchâssé dans un écrin de cuir rigide orné d'un couvercle portant le symbole chrétien IHS, garantissant ainsi sa préservation au fil des siècles. Cette coupe exceptionnelle est considérée comme un exemple remarquable de verrerie islamique de luxe provenant du XIVe siècle. Bien que son nom originel demeure inconnu, elle est devenue célèbre sous l'appellation de coupe d'Eden Hall, lorsqu'elle fut mentionnée dans le testament de Sir Philip Musgrave en 1677. Sa présence continue au sein de la famille Musgrave d'Eden Hall dans le Cumberland lui a conféré un statut quasi légendaire, étant réputé apporter prospérité à ses détenteurs. Resté intact au cours de son histoire familiale, il fut prêté au musée Victoria et Albert en 1926 et acquis par la nation en 1958, où il continue d'attirer les visiteurs dans les galeries médiévales et Renaissance.
La couronne de Monomaque est un artefact fascinant et inestimable originaire de l'Empire byzantin. On pense qu'elle a été forgée au cours du XIe siècle sous le règne de Constantin IV Monomaque, qui lui donna son nom. Cette œuvre complexe est réalisée en or et agrémentée de gemmes précieuses, notamment de perles, saphirs, émeraudes et grenats. Le dessin de la couronne arbore des motifs en filigrane complexe, de l'émail délicat et une iconographie religieuse, incluant des représentations symboliques d'humilité et d'autres vertus, témoignant ainsi de l'artisanat exceptionnel des orfèvres byzantins. La couronne de Monomaque est un emblème de pouvoir et d'autorité impériale, puisqu'elle était portée par les empereurs byzantins lors des cérémonies de couronnement. Son opulence et sa beauté incarnent la richesse et la sophistication artistique de l'Empire byzantin. Aujourd'hui, la couronne est précieusement conservée dans le trésor de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle en Allemagne, où elle sert de témoignage au patrimoine culturel de la civilisation byzantine. Elle demeure un rappel du retentissement durable de l'art et de l'artisanat byzantin, éblouissant ceux qui la contemplent par sa beauté raffinée et sa pertinence historique. Le Templo Mayor a révélé au fil des ans une pléthore d'artefacts anciens captivants. Jadis l'épicentre d'un vaste ensemble religieux dans la cité aztèque de Tenochtitlan, ces vestiges constituent désormais un site archéologique au cœur de la cité de Mexico. Les érudits et les archéologues ont sondé ce lieu pendant des décennies et continueront à le faire pour de nombreuses décennies à venir. Néanmoins, en juin de l'année 2022, ils ont confirmé la découverte de plus de 2500 objets en bois que l'on pense avoir été déposés sur place en tant qu'offrande religieuse ou rituelle. Aucun modèle précis ne caractérise ces objets. Ils comprennent des statuettes, des coiffes, des masques, des cruches, des boucles d'oreilles et des sceptres probablement déposés par des prêtres au cours du XIVe siècle pour consacrer le Templo Mayor aux divinités vénérées par les Aztèques. Il est rare que des objets en bois subsistent en si bon état pendant de nombreux siècles, mais dans le cas de ces artefacts, il semble qu'ils aient été préservés en raison d'une combinaison du taux d'humidité élevé de la région et des conditions anaérobies dans le sol. L'avènement du stéthoscope remonte à plus de 200 ans et trouve ses origines chez le docteur René Laennec à l'hôpital Necker à Paris en l'an 1816. À cette époque, la méthode conventionnelle pour ausculter le système respiratoire consistait à appliquer directement l'oreille contre le thorax du patient. Cependant, dans un cas spécifique où la patiente était en surpoids, le docteur Laennec a cherché une approche alternative. Il a roulé un morceau de papier en forme de tube et l'a positionné entre son oreille et le cœur de la femme, découvrant que cela amplifiait le son. Cette découverte fortuite a donné naissance au stéthoscope tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le docteur Paul Ferdinand Gachet, qui possédait l'un des premiers stéthoscopes en bois, était un médecin exceptionnel associé à d'éminents artistes du mouvement impressionniste. La singulière aptitude curative de Gachet, ainsi que son intérêt pour la lecture de poésie, ont attiré Vincent van Gogh, avec qui il a cohabité en l'an 1890. Hélas, les soins de Gachet n'ont pas suffi à sauver Van Gogh. Au fil du temps, les inventeurs ont perfectionné la conception du stéthoscope et, dans la décennie de 1850, le stéthoscope à tube unique a évolué pour devenir un appareil binaural. Le docteur George Kaman a développé l'ubiquitaire stéthoscope Kaman en 1852, qui comportait 2 pièces d'ivoire pour les oreilles reliées à des tubes d'argent et une pièce conique destinée à être placée sur le cœur. Cette conception présente une ressemblance frappante avec le stéthoscope moderne. Le tapis d'Ardabil ne constitue pas une mais bel et bien 2 œuvres textiles. Toutefois, lorsque la plupart des gens y font référence, ils évoquent un imposant tapis persan actuellement conservé au musée Victoria et Albert à Londres en Angleterre. Il subsiste une certaine controverse autour de cette version plus grande du tapis, dans la mesure où il a été restauré au XIXe siècle. Et il semble que des parties du plus petit tapis aient été employées pour faciliter cette restauration. Dans ses dimensions actuelles, le tapis s'étend sur une longueur d'environ 10,50 m et une largeur de 5,18 m. Ce qui demeure du tapis plus petit est aujourd'hui exposé au musée d'art du comté de Los Angeles aux États-Unis d'Amérique. Le style des 2 tapis est représentatif du design de Tabriz, avec des médaillons en leur centre et des motifs ornementaux entourant ces médaillons centraux. Ils sont conçus pour évoquer l'aspect des jardins persans considérés comme des symboles du paradis dans la tradition musulmane. Précieusement un cartouche sur le plus grand des tapis, le date de l'an 1539, ce qui en fait le plus ancien, registre vérifiable pour tout tapis persan.
Malgré des campagnes internationales visant à rapatrier l'un ou l'autre des tapis, ceux-ci demeurent dans leurs musées respectifs britanniques et américains. Il n'est pas aisé de discerner au premier regard la nature de notre prochain artefact, mais si vous continuez à l'examiner attentivement, vous remarquerez les marques le long de ses bords. Découvert dans la grotte de Denisova en novembre de l'an 2019, il est supposé représenter une figurine d'un lion et, si cela est confirmé, il s'agirait de la plus ancienne statuette animale jamais découverte. Les experts estiment qu'elle a plus de 45 000 ans. Cette petite sculpture taillée dans une défense de mammouth semble représenter l'abdomen, les pattes arrière et le torse supérieur d'un lion. Curieusement, les pattes avant et la tête manquent. Les archéologues ne sont pas certains si la pièce a été conçue intentionnellement sans tête, ou si celle-ci s'est détachée et a disparu au fil des millénaires. Les multiples lignes sur le torse de la figure sont interprétées comme des représentations de la fourrure de l'animal et la pièce a été polie après sa réalisation. Celui ou celle qui l'a confectionnée éprouvait vraisemblablement une grande fierté envers son œuvre. Cela constitue une autre découverte remarquable dans les grottes de Denisova. Il semblerait que plus les archéologues sondent cette grotte, plus ils trouvent de preuves d'une civilisation ancienne avancée. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être les premiers informés lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité et avons hâte de vous retrouver prochainement.